Parfait, donc je vois que vous êtes en train de m'écrire, donc vous entendez. Alors, juste l'autre question maintenant que je vais vous poser, c'est savoir, est-ce que vous voyez bien l'écran? Donc c'est un PowerPoint. Donc, vous pouvez simplement me dire oui. Ok, donc je vois les réponses qui rentrent. Donc, vous voyez l'écran, super. Merci, oui. Ok, c'est bon. Je vais répéter encore la consigne dans un instant parce que je vois qu'il y a des gens qui continuent à arriver. Donc, on va même commencer dans quelques minutes, juste pour que le monde puisse suivre parce qu'il va y avoir quand même une interaction. Je suis pas seulement, ce ne sera pas seulement une conférence. Le but, c'est que vous puissiez me poser des questions et que je puisse vous répondre. Alors, donc ça continue à rentrer. Donc, je vais leur donner les directives dans un instant. Bon, eh bien, on va commencer. Alors, je redonne les directives pour ceux qui viennent d'arriver. Dans votre écran en haut à droite, si vous cliquez sur l'icône, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va vous permettre de m'écrire pour qu'on puisse avoir une interaction, donc que je puisse me poser vos questions, que je puisse vous répondre. Alors, ceux qui viennent d'arriver, donc vous pouvez simplement écrire votre prénom, où vous êtes dans le monde, et puis on va pouvoir commencer. Donc, c'est une petite flèche en haut à droite dans votre écran. OK. Bon. Alors, on commence. Alors, encore une fois, je dis bonjour. Je suis au Québec, en Amérique du Nord. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous. Je me présente à nouveau David Bordaz. Je suis coach et formateur international en PNL. Aujourd'hui, par rapport à ce que vous aviez vu dans le courriel, on va vraiment aller avec la PNL, également le coaching, donc de manière plus large. Et on va toucher donc différents sujets qui sont la communication, la gestion émotionnelle, l'atteinte d'objectifs et le coaching. Juste un instant. Bon, alors, dans les questions que je vous avais posées, c'est est-ce que vous aimeriez finalement accélérer l'atteinte de vos objectifs et la réalisation de vos rêves? Également, est-ce que vous avez déjà ressenti un sentiment de frustration ou d'impuissance à ne pas savoir comment faire les changements que vous souhaitez, d'aider les autres à le faire, et si vous aimeriez finalement connaître des clés qui permettent de faciliter rapidement les changements? Le dernier point, je sais que souvent beaucoup de gens ont des idées par rapport à la notion de changement, que ça peut être long. Effectivement, certaines choses peuvent prendre plus de temps que d'autres à changer, mais souvent moins de temps qu'on croit. Et même notre perception par rapport au changement peut ralentir le processus. Je ne dis pas que les choses sont magiques, sont instantanées, se font nécessairement en un instant. Des fois, certains changements peuvent se faire très rapidement, mais de manière générale, si vous regardez avec les approches qu'on va voir comme la PNL et les autres que j'utilise, euh, vous allez réaliser que le changement peut se faire beaucoup plus rapidement que généralement on nous laisse croire. Alors, on continue. Alors, le but de cette formation, c'est vraiment qu'on touche à l'aspect pratique et appliqué. Donc, c'est les résultats qui comptent.
Alors, une des choses que je vais voir avec vous, c'est ce que je vous propose finalement, c'est pas de croire ce que je vous dis, c'est vraiment de l'appliquer, d'observer, donc faire les observations, juger par vous-même. Et même suite à cette formation, ça va me faire plaisir, si vous voulez justement communiquer avec moi, m'écrire et qu'on puisse échanger dans le processus. Alors, c'est simplement, je dirais, de ouvert finalement à des possibilités et de les tester, tout simplement. Alors, maintenant, je vous montre rapidement c'est quoi les applications du coaching et de la PNL. Bon, évidemment, on peut l'utiliser, ce qu'on appelle ici en Amérique du Nord, le life coaching, donc le coaching de vie, mais également le coaching d'affaires. Ça permet de faciliter l'atteinte des objectifs, donc évidemment, ce faisant, de réaliser nos rêves. Les gens l'utilisent également en thérapie, en relation d'aide. C'est utilisé au niveau du leadership, donc en gestion, en vente, en négociation, en ressources humaines, en communication, même en coaching sportif. Je travaille aussi avec des coachs sportifs. Les arts de performance. Alors, qu'est-ce que c'est les arts de performance? C'est tout ce qui touche, par exemple, les musiciens, les chanteurs, la danse, le théâtre, toutes les techniques d'apprentissage et également les techniques d'enseignement. Et les personnes qui participent à mes formations, donc évidemment, il y a des gens qui veulent devenir coach, donc coach personnel ou coach d'affaires, il y a des professeurs, des enseignants, des formateurs, il y a des responsables de ressources humaines. Donc, il y a tous les gens dans le domaine des communications, des psychologues, des psychothérapeutes, des gestionnaires, des entrepreneurs, donc des gens qui partent leur propre entreprise, des directeurs de vente, des coachs sportifs et même des médecins. Les principales approches que j'utilise sont évidemment, dans ce que vous avez vu dans l'annonce, la PNL, qui est la programmation neurolinguistique. C'est une approche qui a été développée en Californie dans les années 70 à l'Université de Santa Cruz. Et également d'autres approches connexes, neurosémantique et le méta-coaching, qui a été développé par le psychologue américain Michael Hall, qui lui-même a travaillé avec un des deux cofondateurs de la PNL, qui l'a assisté qui l'a aidé à écrire des livres. Il y a également l'hypnose ericksonienne, qui est une des sources de la PNL, qui a été développée par le médecin psychiatre américain Milton Erickson. Il y a la notion d'intervention stratégique qui vient d'Anthony Robbins. Anthony Robbins, je sais que beaucoup de gens en Europe ont une certaine perception par rapport à ce monsieur qui est très, je dirais, très énergique. Pour plusieurs, ça peut sembler du tape à l'œil. Ce qui est intéressant quand on passe au-dessus de cette première impression, c'est quelqu'un qui a des résultats. Donc, il y a des témoignages de plein de gens dans le domaine artistique, dans le domaine sportif, dans le domaine politique, dans le domaine des affaires. C'est quelqu'un qui a des résultats. Donc, il a développé une approche, ce qu'il appelle prévention stratégique, et lui-même a étudié, étant plus jeune, avec un des deux cofondateurs de la PNL, avec John Grinder. Donc, c'est une des approches également que j'utilise. Il y a également la technique de libération émotionnelle qui est souvent présentée avec l'acronyme anglophone EFT pour Emotional Freedom Technique. Donc ça, c'est déjà pour vous situer dans quelques-unes des approches qui sont utilisées. Évidemment, dans ce que je vais vous présenter, à la base, on va mettre l'emphase sur la partie PNL. La notion de monde intérieur, modèle du monde, ou encore structure de la subjectivité. En tant qu'être humain, on vit dans deux réalités. Évidemment, on vit dans une réalité qui est objective, le monde physique. Donc, on peut, par exemple, si on était ensemble dans la même pièce, on pourrait mesurer les dimensions de la pièce, on pourrait mesurer la luminosité, la température, le niveau d'humidité, tout ça, c'est objectif. Mais également, on vit dans notre monde intérieur, donc notre subjectivité. Et longtemps, on a entendu des choses dire « Ah oui, mais ça, c'est dans ta tête », comme si ce n'était pas réel pour la personne. Monde intérieur, donc notre subjectivité est tout aussi importante que le monde objectif, même si ce n'est pas plus important. Par exemple, évidemment, il y a des gens qui peuvent s'enfermer dans leur monde, ça pourrait être dans la folie, mais également dans le sens positif de cet aspect, ça peut être au niveau de la concentration. Quand on est dans un état de concentration ou même de créativité, par exemple, vous êtes en train de travailler à l'ordinateur, vous faites abstraction de ce qui est autour de vous, vous êtes en train de lire un livre, vous faites abstraction de ce qui est autour de vous, vous êtes en train de regarder un film, même chose, vous êtes dans une conversation, dans un café, et vous oubliez autour de vous ce qui se passe. Donc, on a cette capacité d'entrer dans notre subjectivité, mais qui montre à quel point
un aspect important, parce que des fois, on dit, oui, c'est... Je me rappelle plus jeune, je parlais avec un de mes professeurs, un psychologue, qui me disait, là, bon, par exemple, la PNL, oui, c'est placebo. Mais la manière qu'il l'énonçait, c'était comme dire, c'est pas réel. C'est, oui, je veux dire, effectivement, je veux dire, notre subjectivité n'est pas observable comme ça, au premier coup d'œil, mais elle est très réelle dans l'expérience humaine. Et c'est une chose qu'on va regarder maintenant. Donc, ce monde intérieur, donc notre mode du monde, on peut appeler également la structure de notre subjectivité. Parce que en PNL, une des définitions de la PNL des cofondateurs, c'est que il a défini donc la PNL comme étant l'étude, la structure de la subjectivité humaine. Alors, je continue avec vous. Je vous montre un modèle de communication. Le modèle de communication est emprunté à la psychologie cognitivo-comportementale, qu'on utilise en PNL. Rapidement, ce que ça nous permet de voir, on voit qu'on reçoit des stimuli du monde extérieur. Donc, on peut recevoir donc stimuli visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs. Donc, ces stimuli arrivent à travers nos sens, donc nos yeux, nos oreilles, le toucher, et ça passe à travers ce qu'on appelle des filtres de perception ou des filtres perceptuels. L'information est sélectionnée d'une certaine manière, elle peut même être distorsionnée. Bon, distorsionnée a souvent une connotation négative. On pourrait dire qu'il y a des associations qui se font dans notre esprit. Notre esprit, selon le stimuli, va créer une association. Et même, il y a des généralisations qui sont faites. Donc, tous ces principes ne sont ni bons ni mauvais, ils sont utiles. Un exemple avec la sélection. On calcule selon l'environnement dans lequel on est, les stimuli qu'on reçoit, ça génère à peu près de 1 à 3 millions de bits d'informations par seconde. Donc, si on comparait au niveau informatique, c'est quand même beaucoup d'informations. Tandis que notre esprit conscient peut en traiter 126 bits à la seconde. Donc, comment l'esprit fonctionne? Justement, donc, et ça se fait en une fraction de seconde au niveau inconscient, il va sélectionner l'information qui est la plus pertinente. Mais évidemment, chaque personne ne sélectionne pas l'information de la même manière, selon nos intérêts, par exemple. Je vous donne un exemple. Vous vous intéressez à une nouvelle voiture, ou vous venez d'acheter une nouvelle voiture, et au moment où vous vous intéressez, ou vous venez de faire l'acquisition d'une nouvelle voiture, tout d'un coup, vous vous mettez à voir ce modèle partout sur la route. Souvent, j'en parle lors des formations avec les gens, et les gens disent, bah oui, c'est vrai, ou par exemple, ça peut être quelque chose au niveau du linge que vous voulez vous acheter, et tout à coup, vous vous mettez à le remarquer dans votre environnement. Donc, ce qu'on observe, c'est que l'esprit, au niveau inconscient, va repérer l'information, donc va sélectionner ce qui est le plus pertinent selon nos intérêts, selon notre réalité. Je pourrais vous donner plusieurs exemples ici, mais pour qu'on puisse avancer, je dirais au niveau association, c'est par exemple, vous recevez un stimuli, votre esprit va rapidement faire une association à l'expérience que vous avez déjà eue. Autant par exemple, si vous voyez marcher sur le trottoir, vous voyez un chien, il y a des personnes qui vont changer de trottoir, des personnes qui vont passer à côté, et des personnes qui vont même voir s'ils peuvent caresser le chien. Ça, c'est selon les expériences qu'on a déjà eues. Donc, évidemment, si on parle d'une distorsion, donc le chien sur le trottoir, il est là, il ne bouge pas. Puis la personne s'imagine déjà le chien en train de la mordre et elle change de trottoir, c'est parce qu'il y a une distorsion. Évidemment, si le chien présente des traits agressifs, est en train de grogner, c'est une autre chose. Mais si là, il ne bouge pas, on peut effectivement associer à une mauvaise expérience qu'on a déjà eue. On peut aussi, si je remplace le terme distorsion par association, il y a des bonnes expériences qu'on a eues. Alors, on est constamment, même à notre insu, même si on ne le réalise pas consciemment, en train de faire des associations. Et également, il y a la notion de généralisation. La généralisation nous permet d'accélérer notre processus d'apprentissage et d'adaptation. Et des fois, ça peut être très limitant. Donc, évidemment, si on dit les gens de tel pays ou de telle culture sont tous comme ça, ou les hommes sont tous comme ça, les femmes sont tous comme ça, est-ce que c'est vrai? Évidemment, non. Mais d'un autre côté, ça nous permet, dans différentes situations, de nous adapter. Par exemple, on n'a jamais vécu une situation, mais on peut généraliser et ça facilite notre adaptation, ça facilite également notre apprentissage. Alors, tous ces filtres perceptuels sont basés sur différentes structures. Donc, quand on parlait tout à l'heure de la structure de la subjectivité, à l'intérieur de notre esprit, même si on n'en est pas conscient, on a des structures. Par exemple, on a ce qu'on appelle des croyances, qu'on pourrait traduire par des convictions. On a également des valeurs, on a des besoins. Les besoins sont
évidemment, tous les êtres humains ont les mêmes besoins, mais à des niveaux différents, et même la manière de les combler peuvent être différentes. Mais sinon, si on prenne le modèle de Abraham Maslow ou de Tony Robbins, par exemple, tous les mêmes besoins. On pourrait y revenir. On a évidemment des souvenirs. Selon le langage que l'on parle, on va avoir une réalité différente. On peut l'observer même selon comment justement le langage structure la pensée, selon notre culture. Et même, il y a un terme ici qu'on voit des métaprogrammes. Donc les métaprogrammes, mes formations, souvent les gens qui sont en ressources humaines ou en vente sont très friands des métaprogrammes. Ça permet de savoir finalement comment on sélectionne l'information et comment on prend des décisions. Je vais vous donner quelques exemples. Et il y a même encore plus de structure que ça. Bref, maintenant, si on en revient à votre réalité, vous recevez des stimuli qui passent à travers vos filtres perceptuels. Évidemment, ces filtres sont influencés par la structure de votre subjectivité. Et je disais que ces filtres peuvent changer selon les gens, mais même nous-mêmes, selon les circonstances et selon notre état émotionnel, ça va changer. Exemple, si vous êtes concentré sur un travail, vous allez sélectionner beaucoup plus. Et par contre, si vous êtes en train de vivre une expérience agréable à l'extérieur, ou en train de prendre un repas avec des amis, donc la sélection va être beaucoup plus large, contextuelle et même selon l'état dans lequel vous êtes. Alors, on continue. Donc, l'information passe dans vos filtres et ça crée ce qu'on appelle dans le jargon PNL des représentations internes. Pourquoi on utilise ce terme? C'est pour définir c'est quoi des pensées. Parce que souvent, on parle de pensée. Les pensées, ça peut être plusieurs choses. Représentation interne, c'est la même chose qu'on retrouve dans le monde externe. Vous voyez que nos pensées peuvent être des images, peuvent être des sons, peuvent être des sensations. On peut même se remémorer ou même imaginer des odeurs ou des goûts. Et même, on pourrait rajouter un sixième sens dans nos pensées qu'on appelle les mots. Donc, lorsqu'on pense à quelque chose, on peut s'imaginer, par exemple, un titre, comme dans un film écrit sur l'image. Encore, on peut entendre un narrateur. Donc, vous savez, la petite voix qui nous parle dans notre tête. Ça vous arrive, rassurez-vous, c'est normal. Alors, cette partie avec les mots, c'est ce qu'on appelle la partie digitale. On a tous les sens qu'on retrouve dans la réalité et en plus, on a les mots. Alors, tout ça, ça constitue une représentation interne. On peut appeler des pensées, si on prend un terme plus global. Les pensées ont une influence sur nos états émotionnels. Alors, imaginez que vous vous concentrez sur les pires choses qui sont arrivées dans votre vie. Alors, vous faites ce genre de représentation, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Évidemment, votre état émotionnel change. Et le contraire, je veux dire, si on se met à penser à des belles choses qu'on a vécues, ou même qu'on vit maintenant, ou même qui sont à venir, notre état émotionnel change. Et tout ça, ça a même une influence au niveau de notre physiologie, donc dans le corps, mesurable dans le corps. Parce que tout à l'heure, on parlait, ah oui, c'est l'exemple que je vous donnais avec le psychologue, mon ancien professeur, qui disait c'est placebo, mais de la manière qu'il disait, c'est comme à la limite, c'est pas réel. Aujourd'hui, on a souvent fait une différence entre l'esprit et le corps. Et donc, selon les pays, au cours on pourrait dire des 20 ou 10 dernières années, maintenant, c'est indéniable, il y a une relation étroite entre l'esprit, entre nos pensées, nos émotions et notre corps, parce que les émotions en soi sont des réactions biochimiques qu'on dans le corps. Alors, je vous redonne l'exemple. Imaginez, je vous pose la question, comment vous allez? Alors, vous pourriez me dire, ça va bien. OK. Donc, par exemple, si on était dans une pièce ensemble, une équipe médicale ferait une prise de sang, il mesurerait différentes hormones dans le sang et pourrait voir, effectivement, ça semble bien aller. Et puis après, on se mettrait à se concentrer, donc on se mettrait en cercle. Vous savez, comme les groupes, on partage ensemble. Je sais que c'est plus populaire en Amérique du Nord, mais bon, enfin, vous avez peut-être sans doute vu dans les films. On se met à partager et puis on parle de toutes les choses horribles qui nous sont arrivées dans notre vie. Notre état émotionnel se met à changer. L'équipe médicale vient faire une prise de sang. Qu'est-ce qu'ils voient? Il y a des hormones de stress qui apparaissent, comme le cortisol, l'adrénaline. Donc, on voit qu'il y a un changement même au niveau biochimique dans le corps. On arrête de faire cette séance de torture et de masochisme. Alors, on se met à bouger, à respirer. On dit, bon, ça suffit. Et maintenant, on se met à parler de belles choses, donc qu'on a déjà vécues, ou même dans notre vie en ce moment, ou les choses à venir. Évidemment, l'état change. Et la biochimie du corps change, l'équipe médicale revient, et ce qu'il voit, il voit des hormones, par exemple, comme ça peut être des endorphines, ça peut être la sérotonine, la dopamine, donc des hormones de plaisir qui apparaissent dans le corps. Donc on voit qu'il y a vraiment un lien étroit, les pensées, les émotions et le corps. Donc c'est un aspect systémique. Mais si on va plus loin, si on regarde notre état émotionnel, a même un effet sur notre comportement, nos comportements.
la manière dont on communique, dont on parle, ou même dans les gestes que l'on fait, la manière dont on bouge, notre posture. Et les comportements, évidemment, ont une influence sur les résultats qu'on a dans la vie, donc soit dans les relations avec les autres, au niveau professionnel, personnel, donc tous les niveaux. Donc vous voyez ici, on a le monde externe qui pourrait donc d'ici jusqu'au comportement, et on a notre monde interne. Ce monde intérieur influence notre monde extérieur. Là, ce que je vous montre, la raison pour laquelle je vous montre ce modèle, c'est que ça schématise très bien cet aspect systémique. Et on pourrait même compléter, donc là on a mis des flèches dans ce sens-là, mais évidemment nos comportements vont même influencer nos états. Et on réalise, on peut faire un changement à un endroit qui va créer des changements ailleurs. Alors, on continue là-dessus. Donc, les aspects de la structure de la subjectivité. Donc, ici, ce que je vous montrais, c'est cette structure de la subjectivité à l'intérieur de notre esprit conscient et inconscient. Il y a plusieurs éléments que je vous ai montrés. Donc, on voit alors les croyances, il y a des règles, il y a des métaprogrammes, il y a des besoins, il y a même des schémas émotionnels. J'entends moins parler souvent de ça. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que Anthony Robbins présente en plus. Les stratégies qu'on utilise, nos sous-modalités qui sont finalement les caractéristiques de représentation interne que l'on se fait, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en PNL. Par exemple, si vous faites des images dans votre tête, est-ce que ces images sont en couleur? Est-ce qu'elles sont en noir et blanc? Est-ce qu'elles sont petites? Est-ce qu'elles sont grandes? Est-ce qu'elles bougent? Est-ce qu'elles sont fixes ou elles bougent comme un film, une vidéo? Et donc tout ça, ce sont des caractéristiques. Donc par exemple, là je suis en train de vous décrire le mode sensoriel visuel, mais toutes ces caractéristiques sont des sous-modalités. Et il y en a également au niveau auditif, au niveau kinesthésique, olfactif, gustatif. Alors voilà, ce sont les aspects de la structure de la subjectivité. Pourquoi je vous montre tout ça? C'est pour vous permettre déjà de faire une découverte. Alors maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va faire un petit exercice amusant pour découvrir une partie de la structure de votre propre subjectivité. Alors, j'invite à sortir papier et crayon pour le faire. Si vous ne le faites pas, une fois que l'exercice sera terminé, vous serez privé d'une belle expérience. Donc, vous pouvez le faire avec papier et crayon, vous pouvez le faire directement sur votre ordinateur, mais je vous invite fortement à le faire parce que sinon, on reste dans la théorie. Ce que je vous transmets, ce serait du savoir. Alors, si vous voulez vraiment l'amener réellement à l'intégrer au niveau d'un savoir-faire et même, je pourrais dire, d'un savoir-être, donc il y a la différence entre le savoir-faire et le savoir-être, ce serait une très bonne chose que vous fassiez le cadeau donc de faire cet exercice. J'assume que pour ceux que vous avez vos papiers, vos crayons, vous êtes prêts à le faire sur votre ordinateur. Alors, on avance, on commence. Alors, si vous pouvez vous poser cette question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Prenez le temps de vous poser cette question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et prendre le temps de l'écrire. Prenez le temps d'écrire. Ensuite, vous pouvez vous poser cette question, quoi d'autre est vraiment important pour moi? Donc, il y avait déjà quelque chose qui était important. Là, et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est vraiment important pour moi? On continue. Et finalement, un troisième. Et quoi d'autre est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est vraiment important pour moi? C'est le dernier, c'est le troisième. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma vie? Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Alors maintenant, je vous pose une question. Vous pouvez vous la poser. Lequel de ces trois, finalement, éléments est le plus important pour moi? Vous vous posez cette question. Lequel des trois est le plus important? Alors, je sais que pour certains, des fois, ils sont tous importants. D'accord, ils sont tous importants, évidemment. Mais à choisir les trois, si vous deviez en choisir un seul, quel des trois est le plus important?
Et lequel de ces trois est le deuxième plus important? Donc le deuxième en importance. Et finalement, lequel de ces trois est le troisième, donc importance pour moi? Par rapport aux trois éléments que vous aviez définis au départ, lequel, est, en termes d'importance, est en troisième position? Alors maintenant, vous venez d'identifier trois premières valeurs de votre hiérarchie de valeurs. Ah, mais qu'est-ce que c'est qu'une hiérarchie de valeurs? C'est par rapport à ce que je vous montrais tout à l'heure au niveau de la structure de la subjectivité. En faisant cet exercice, vous avez travaillé au niveau conscient, évidemment. Vous venez d'identifier consciemment quand on répond à la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Ce qui ressort, ça peut être donc des valeurs, on pourrait dire des besoins aussi. Si ce sont des besoins, ce sont des besoins que l'on valorise. Donc, vous venez de faire finalement ressortir vos trois premières valeurs de votre hiérarchie de valeurs. Et la liste peut être longue. Mais ça, c'est ce qu'il y a, on va dire, en haut de la hiérarchie. Donc, même si on n'est pas conscient, donc vous n'êtes pas conscient de cette hiérarchie de valeurs, donc elle serait au niveau purement inconscient, réalisez, donc votre vie, vos décisions de tous les jours seront influencées tout de même par cette hiérarchie. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas conscient de quelque chose que ça n'a pas une influence sur nous. Pensez-y, regardez ce que vous avez écrit, ce que vous avez identifié, et posez-vous la question, est-ce que ça influence mes choix tous les jours, et des fois vous devez prendre une décision rapidement, est-ce que vos décisions sont influencées justement ce que vous avez identifié? Prenez le temps un instant de réfléchir à ça, un petit instant. OK. Donc, ce qui est intéressant, et je le répète, souvent on croit que tout se passe au niveau de notre conscient et la grande majorité de ce que l'on fait, la manière dont on fonctionne, se passe au niveau inconscient. Moi, je vous parle, vous êtes en train de respirer, donc la plupart d'entre vous, vous étiez sans doute pas en train d'y penser avant que je le mentionne. Il y a toutes les fonctions physiologiques dans le corps qui sont régies par l'inconscient, mais même nos structures de pensée, nos perceptions sont régies par l'inconscient. Donc, ou même la première fois qu'on fait un nouvel apprentissage, on le fait consciemment, jusqu'au jour où on n'y pense plus. Par exemple, la première fois que vous avez touché un clavier, que ce soit sur une machine à écrire ou sur un ordinateur, vous cherchez les touches, vous n'y pensez plus, vous tapez, donc vos doigts vont sur les touches, pendant votre niveau d'expertise, d'expérience évidemment, mais c'est pour donner un exemple qu'au départ on apprend des choses et après ça devient inconscient. Et c'est la même chose au niveau de nos perceptions, de notre subjectivité. Donc, pour vous donner un exemple, que vous ayez une petite expérience pour ressortir finalement cet aspect. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est un modèle au niveau de la gestion émotionnelle. Donc, il peut vous servir à vous, également aux gens que vous côtoyez. Donc, c'est quelque chose de très simple et en temps très puissant. Alors, le modèle vient de Anthony Robbins. Alors, comme je vous dis, si vous le connaissez, je sais qu'en général, en France, selon son style américain, il n'est pas nécessairement très accessible dans sa manière de faire parce que c'est très flamboyant, très tape à l'œil. Mais ce que je vous invite très fortement à faire, c'est de dépasser ça et d'observer même les témoignages donc de médecins, de psychiatres, de psychologues et tous les gens que je mentionnais tout à l'heure, que ce soit des personnes dans le domaine des affaires, des sportifs, des artistes, des politiciens, pu travailler avec lui. Alors, voilà, comment on peut influencer notre état émotionnel? Et déjà, c'est de poser la question,
quel est l'intérêt d'influencer notre état émotionnel? Pour déjà voir l'intérêt d'influencer notre état émotionnel, j'ai reculé pour voir la pertinence, l'intérêt. Donc, je vais juste retourner avec vous un instant, juste un petit instant, le modèle de communication qu'on a vu juste avant. Donc, juste un instant. Pas long. Juste pour vraiment bien faire ressortir la pertinence sur l'état émotionnel. Alors, l'émotion en soi définissent quoi? Si par exemple, vous avez réussi dans la vie, vous avez de l'argent, vous avez du succès et tout, et que vous vivez du stress, de l'anxiété, de la dépression, quoi ressemblerait votre qualité de vie? Bien, évidemment, elle est pauvre. Parce qu'un des premiers éléments qui définit notre qualité de vie, c'est l'état émotionnel dans lequel on est. Donc, on a beau avoir plein de choses autour de nous, si on n'est pas bien avec nous-mêmes, notre qualité de vie est pauvre. Alors déjà, l'état émotionnel en soi, ça définit l'expérience, qu'est-ce qu'on vit. En même temps, est-ce que ça a une influence à d'autres niveaux? Alors, oui. Si on regarde au niveau de tout l'aspect cognitif, on regarde, donc notre état émotionnel peut soit court-circuiter nos capacités cognitives ou nous donner accès à nos capacités cognitives. Je le vois souvent, j'enseigne dans plusieurs écoles, et pas nécessairement dans mes cours, mais je parle avec mes étudiants à qui je donne entre autres des cours de relations d'aide. Et je les vois des fois avant les examens, plusieurs ont un niveau de stress très avancé et on parle d'anxiété de performance. Alors, dans ce cas-là, ce qu'ils me décrivent, c'est qu'ils arrivent à l'examen, donc par exemple dans des cours de, peu importe le domaine, et ils arrivent à l'examen, donc, et ils sont tellement stressés, donc leur état est un stress avancé, qu'au niveau cognitif, ils oublient la matière. Une fois que l'examen est terminé, ils parlent avec le professeur, et là, il se rappelle des choses, comme si leur connaissance était allée se promener pendant l'examen et revient à la fin. Évidemment, on sait que c'est faux. L'information a toujours été là, mais c'est pour montrer comment notre état émotionnel peut court-circuiter une capacité cognitive, ou au contraire, si on est dans un état de calme, de confiance, on accède d'autant plus à nos capacités cognitives. Et là-dedans, je te donne un exemple au niveau de la mémoire, mais c'est au niveau de notre capacité d'analyse, notre capacité de synthèse, notre capacité décisionnelle. Tout ça est influencé par notre état émotionnel. Également, l'état émotionnel influence notre physiologie. L'exemple, si on vit constamment un état de stress, qui passe au niveau de la biochimie de notre corps. Donc, évidemment, tout à l'heure, je mentionnais différentes hormones telles que le cortisol, l'adrénaline. Alors, qu'est-ce que ça fait sur le corps de toujours en état d'alerte? Donc, si on utilise au niveau neurologique, c'est que ça active le système sympathique, donc les hormones de stress. Mais à la longue, c'est épuisant sur l'organisme. Et sur une période prolongée, donc de stress, ça peut créer la maladie. Alors, c'est là où on voit finalement que notre état émotionnel a une influence même sur notre santé. Quand on parle de physiologie, c'est sur notre état de santé et même le niveau d'énergie qu'on a. Donc, tiens, je mentionne l'énergie, c'est une petite parenthèse. Souvent, dans mon travail, j'ai l'occasion de travailler avec des personnes, par exemple, qui souffrent d'épuisement professionnel. Et la grande majorité dans la grande majorité des cas, c'est pas parce qu'ils ont travaillé trop d'heures au niveau physique ou intellectuel. Donc, des fois, on peut comprendre si les gens font des grandes semaines d'efforts physiques et intellectuels, mais ce n'est pas ça généralement qui cause l'épuisement professionnel. Souvent, ça va plutôt être une insatisfaction au travail. Donc, finalement, c'est des émotions qui drainent la personne au niveau de son énergie et qui finit par avoir une influence même au niveau de sa santé. Alors ça, c'est pour vous donner un autre exemple finalement de l'importance de l'état émotionnel dans lequel on est. Encore une fois, donc, qu'est-ce que nos états, donc nos émotions peuvent influencer? C'est notre comportement. Je le vois, par exemple, dans les formations que je donne en leadership, en communication ou en vente. Alors, souvent, prenons l'exemple du leadership en entreprise. En entreprise, souvent, on a ce qu'on appelle le leadership comportemental. Donc, on explique, par exemple, à des nouveaux gestionnaires, voici ce qu'un bon leader devrait faire. Donc, il devrait parler de telle manière, communiquer de telle manière, agir de telle manière. Et là, ce qu'on fait, c'est on donne finalement une formation en leadership comportemental. Beaucoup de gens vont dire, oui, je veux bien croire, mais c'est pas facile, ça me demande beaucoup d'efforts pour arriver à faire les changements. Si la personne a peur, si la personne est stressée, elle peut arriver à faire les efforts pour communiquer d'une certaine manière, agir d'une certaine manière, mais
ce n'est pas, ça coule pas, c'est pas fluide, ça demande, il y a une difficulté. Évidemment, si on change l'état émotionnel, par exemple, la personne arrive dans un état de calme, de confiance, les comportements automatiquement changent. Les mêmes mots vont être dits d'une manière beaucoup plus calme, les gestes, la respiration, la posture, tout ça change. Tout ce que je suis en train de vous décrire, c'est au niveau de ce que l'inconscient va donc guider. Parce qu'on peut se concentrer sur les mots qu'on va dire, mais la manière dont les intonations, le volume, nos expressions faciales, les gestes, la posture, la respiration, tout ça, ça fait beaucoup d'informations à gérer consciemment. C'est l'inconscient qui le gère. Il va le gérer de quelle manière? Selon l'état émotionnel dans lequel on est. Alors, pour justement, je vous donne ça à titre d'exemple pour illustrer l'importance de l'état dans lequel on est. Alors maintenant, on va y revenir. On pourrait dire, ouais, ben, ayez confiance, c'est facile à dire, mais comment je fais? Ça, je suis d'accord, et c'est ce qu'on va voir. Mais déjà, je vous montre tout ça pour voir l'importance de l'état émotionnel. Donc, ça a une influence directe sur la manière dont on communique, la manière dont on agit, et évidemment sur les résultats qu'on a. Les résultats qu'on a dans notre travail, avec nos collègues, dans notre vie personnelle, amoureuse, donc à tous les niveaux, c'est défini par l'état dans lequel on est. Donc, si quelqu'un est dans un état de peur, de stress, de doute, on peut s'imaginer le genre de comportement et de résultats. C'est qu'à l'opposé, si une personne se permet d'accéder à un état de calme, de confiance, de force, les comportements et les résultats sont tout à fait différents. Alors, je vais continuer avec vous pour revenir au modèle que je vous montrais tout à l'heure. Donc, juste un petit instant. Voilà, on va y arriver. Un instant. Voilà. Donc, comment vous pouvez influencer votre état émotionnel? Parce que souvent, quand je donne des formations, je pose la question aux personnes, on parle des 4 pouvoirs personnels, entre autres, je vous ai mentionné tout à l'heure la neurosémantique avec du psychologue américain Michael Hall. Alors, je pose la question aux personnes, est-ce que vous avez une influence sur vos paroles, donc ce que vous dites? Les gens ils disent, évidemment, oui, que vous êtes responsable de ce que vous faites, donc des gestes que vous posez. Alors, les gens disent, oui, évidemment. Est-ce que vous avez une influence sur vos pensées? Alors, déjà, les gens, ouais, plus ou moins, on peut choisir les pensées jusqu'à un certain point. Et après, je pose la question, est-ce que vous avez une influence sur vos émotions? Et là, les gens disent, ouf, ah non, alors ça, c'est pas évident. Certaines personnes disent que oui, mais en général, les gens vont dire non. On n'a pas vraiment d'influence sur nos émotions. C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on a appris. Alors, ce que je vais vous montrer, et encore une fois, je vous demande pas de me croire, c'est d'observer par vous-même, comment on peut influencer nos états émotionnels. Alors, ici, on a 3 angles qui nous permettent d'influencer notre état émotionnel. Donc, d'un côté, on a notre physiologie. Dans la physiologie, il y a plusieurs choses. Ici, on a donné l'exemple de la posture, mais il peut y avoir plusieurs choses. Physiologie, si on prenait déjà au niveau de notre hygiène de vie, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on mange. Parce que selon ce qu'on mange, on change la biochimie du corps. Alors, quelqu'un qui mange beaucoup de sucre, ou qui prend de l'alcool, évidemment, ça dépend toujours de la quantité, on s'entend, mais je parle à l'excès, ou qui prendrait, par exemple, trop de stimulants comme trop de café, ou même à la limite voir des drogues, évidemment, la personne change la biochimie de son corps, donc change sa physiologie. Donc, c'est d'avoir, par exemple, une diète équilibrée. C'est également le sommeil. Donc, est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on prend le temps de se reposer? Est-ce qu'on fait l'exercice? La qualité de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit? Est-ce qu'on s'expose au soleil? Pour justement, ça va régulariser le niveau de mélatonine dans le corps, qui va faire en sorte qu'on ait un sommeil justement plus profond. Donc là, je vous donne plusieurs exemples au niveau de l'hygiène de vie. Mais d'une manière beaucoup plus ponctuelle, donc beaucoup plus rapide, c'est par exemple comment on utilise notre corps. Si je vous demandais, décrivez-moi la posture d'une personne déprimée. Vous pensez, alors comment est sa posture? OK, donc vous pouvez vous imaginer, généralement les gens vont répondre, ben, la personne est plutôt a tendance à regarder vers le bas, être un peu courbée. Okay? Et donc, le regard est souvent vers le bas aussi. Et comment sont ses gestes? Bon, les gestes sont légèrement, on pourrait dire généralement plus lents. Comment est sa respiration? La respiration est peu profonde, donc plutôt en surface. C'est une respiration courte. Comment est les traits de son visage, les expressions faciales? Donc, ça va être, on va dire, il y a un manque de tonus.
comment est sa voix. Donc sa voix est plutôt monocorde, le volume est bas. Donc là, je vous décris un schéma physiologique qui correspond à un type d'émotion. Là, j'ai pris l'exemple de dépression. Évidemment, on peut prendre une personne, par exemple, qui est déprimée ou même en dépression et changer sa posture. Donc, l'inviter à changer sa posture, changer sa respiration, donc se mettre droite, regarder légèrement vers le haut, respirer profondément, faire des gestes plus rapides, nous parler plus fort, plus rapidement. Et il y aurait un moment où, et ça je vous le confirme, personne ne ressent plus sa dépression. Est-ce que ça veut dire qu'elle a guéri? Non. Mais tout à coup, elle réalise qu'elle a une influence sur son état émotionnel. Donc, juste en changeant sa physiologie, tout à coup, l'émotion change parce que tout le schéma que je viens de vous décrire au niveau postural, au niveau de la gestuelle, au niveau de la voix, au niveau des expressions faciales, au niveau de la neurologie, ne correspond pas à l'état émotionnel d'une personne dépressive. Sans être aussi loin que la dépression, c'est de réaliser que juste la manière dont on utilise la biologie va rapidement, des fois c'est une question de secondes, changer notre état émotionnel. Un exemple de la respiration au niveau des techniques de méditation, c'est un bon exemple. En changeant notre respiration, on change notre état émotionnel. Mais on peut l'exemple du sport. En faisant du sport, on change notre état émotionnel. En dansant, on change notre état émotionnel. Donc ça, c'est pour vous donner quelques exemples au niveau de la physiologie. Tout à l'heure, je vous ai également donné l'exemple du focus, donc qui est un terme anglophone qu'on pourrait traduire par notre centre d'attention, ce sur quoi on porte notre attention au niveau de nos pensées. Alors, ce sur quoi on porte notre attention, donc si on alimente les pensées, un peu comme on pourrait comparer nos pensées à des films, donc si on se passe des films de série B dans notre tête, donc sur des trucs moches qui nous sont arrivés dans le passé et tout, ben, évidemment, on ne va pas se sentir bien. Mais si justement on décide de se rappeler des belles choses ou même de penser à ce qui est bien dans notre vie maintenant ou même de ce qui est beau à venir, ben, on ressent l'état émotionnel. Alors, je vous donne l'exemple au niveau des pensées, mais même au niveau de nos sens, donc le centre d'attention au niveau externe, on peut être donc en ce moment dans la même réalité. Admettons, on serait ensemble dans une pièce et on regarderait un documentaire sur les enfants qui meurent de faim dans le monde. Évidemment, on va se sentir mal parce que on a porté notre sens, notre regard, notre écoute sur ce documentaire. Et après, on pourrait regarder un autre documentaire qui nous montre les belles initiatives où il y a des gens qui, au niveau humanitaire, donc qui finalement s'entraident. On voit finalement qu'il y a des choses, il y a de l'espoir. Évidemment, l'état émotionnel va changer. Donc, dans la même réalité qu'on est en ce moment, selon là où on porte notre attention, donc là, je vous donne le dernier exemple, est au niveau externe, on va ressentir des émotions qui sont limitantes ou aidantes. Alors, si je reprends le premier exemple, juste pour, par exemple, des choses moches qui se passent dans le monde, c'est pas de jouer à l'autruche, c'est de savoir, par exemple, que je prends l'exemple des enfants ou dans d'autres situations, mais c'est de savoir quel état émotionnel va nous permettre justement d'améliorer autant notre propre vie que d'aider les autres autour de nous. Donc, si on est dans un état de stress ou de déprime, et ça va nous aider, ou justement on peut choisir d'être dans un autre état émotionnel pour accéder justement à nos capacités. Alors, et finalement, le troisième angle, le langage. Le langage qui est synonyme de sens. Parce que les êtres humains, nous sommes des créateurs de sens. Je vous donne un exemple. Vous avez un objectif, vous passez à l'action, donc je pourrais dire alors, vous avez un objectif, vous passez à l'action, et vous vous retrouvez à voir les résultats qui n'étaient pas ceux que vous aviez prévus au départ. Vous pourriez dire, ben, ok, ça ne marche pas, c'est n'importe quoi, c'est un échec. Alors, si justement le fait que votre intention de départ, après avoir posé des gestes, vous observez que ça n'a pas fonctionné du tout, ou pas au point où vous pensiez, et qu'au niveau du langage, vous donnez cette étiquette linguistique d'échec, parce que l'échec a un sens, qu'est-ce qui va se passer? Bien, vous allez ressentir l'état émotionnel de l'échec. Même en plus, vous allez vous priver d'un apprentissage, et pour finalement, sans doute, vous, malheureusement, condamner à répéter l'expérience jusqu'à un jour à vous poser la question, mais qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Et là, enfin, c'est une bonne question. Parce que justement, il y a des personnes, au lieu de voir, ils ont une intention, ils passent à l'action et dans les résultats qui n'étaient pas ceux qu'ils avaient escomptés au départ, et dire, et eux, justement, en termes de sens, leur langage, ça ne va pas être un échec, ils vont voir comme un apprentissage. Il va être, qu'est-ce que je
peux apprendre de ça et automatiquement, l'état émotionnel est différent, mais au niveau des résultats, la personne va mettre à jour, on pourrait dire, sa perception du monde. On idéalise les choses, mais là, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Mettre à jour, si on comparerait notre représentation du monde dans notre cerveau à une carte, donc il y a le terrain, c'est la réalité, le monde physique objectif, externe, et notre monde intérieur, duquel on parlait, c'est comme une carte du monde, donc ça permet de mettre à jour notre carte du monde et en même temps de continuer le processus jusqu'au jour où on va atteindre nos objectifs. Donc, je vous donne ça un titre d'exemple. Donc, selon le langage qu'on utilise, on utilise un sens différent. Donc, il y a des gens qui, si quelque chose n'a pas fonctionné, ils vont dire que c'est un échec, mais ils vont ressentir l'échec, ils vont fonctionner en termes d'échec, d'autres parler d'apprentissage, ou même un autre exemple très simple, quelqu'un, donc, vous arrivez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous voulez, et vous pourrez dire, allez, encore un problème. C'est un gros problème. Alors, si vous voyez les choses comme étant un gros problème, vous ressentez le gros problème. D'autres personnes vont dire, moi, je ne le vois pas comme ça, je le vois comme un défi. Alors déjà, au niveau du langage, si on utilise le mot défi, on ressent le sens, c'est différent. Parce que le problème, c'est souvent, quand je pose la question à des groupes, c'est quelque chose qui est oppressant, c'est limitant, on se sent bloqué. C'est-à-dire qu'un défi, au niveau du sens, sous-entend qu'on a la capacité de relever le défi, cette situation, qu'on a les ressources pour le faire. Il y en a certains qui sont tellement allumés, pour eux, ce n'est pas un problème, et c'est même pas un défi. Ils le voient comme une opportunité. Alors, on peut dire, ouais, mais c'est n'importe quoi, c'est de la pensée positive. Mais c'est d'observer, est-ce que c'est réellement que de la pensée positive? Les gens qui le voient comme une opportunité, je reprends des exemples que je voyais, par exemple, une équipe, donc l'entrepreneur, la compagnie était sur le bord de la faillite, et finalement, ils ont dit, voilà, c'est une opportunité, ça fait des années qu'on retarde cette manière de faire, donc c'est l'occasion pour nous de changer le processus et de passer à un niveau supérieur. Effectivement, c'est ce qu'ils ont vraiment fait, ils s'en sont sortis, donc au niveau de leur système de distribution avec leurs clients. Alors, donc la personne qui pensait justement réellement en termes d'opportunité a ressenti cette émotion d'opportunité, qui a évidemment, si on le regarde par rapport au modèle de communication qu'on a vu tout à l'heure, le comportement était lié à l'état émotionnel. Donc au départ, il y avait le sens, mais qui influençait l'émotion, qui a donné un certain type de comportement orienté solution avec les résultats qui vont ensemble. Donc beaucoup plus que de la pensée positive. Alors maintenant, pourquoi? Donc ces exemples que je vous donne, c'est de réaliser qu'on peut changer nos états émotionnels déjà en utilisant notre corps, selon justement là où on porte notre attention, autant dans nos pensées à l'intérieur de nous-mêmes qu'à l'extérieur. Donc évidemment, si vous écoutez les nouvelles et vous consommez plein de nouvelles avec toutes les mauvaises nouvelles, vous pouvez vous imaginer le genre d'émotion que vous avez. Donc à l'intérieur de vous-même qu'à l'extérieur, et même le type de conversation que vous allez avoir avec les gens. Si c'est pour râler contre X, Y, Z, vous pouvez imaginer le genre d'émotion. On ne peut pas critiquer les choses à l'occasion, mais il y a un dosage dans tout ça. Également, donc, quel sens vous donnez à différentes situations. Vous pouvez choisir de changer le sens parce que on voit, c'est selon le sens qu'on choisit, il y a une émotion qui vient avec et après, on peut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que ça m'aide d'être cet état? Ouais. Alors, ça, on pourrait en parler pendant des jours, hein, mais c'est un petit modèle que j'utilise moi-même, que j'utilise avec mes clients, j'utilise en formation, mais qui est, je dirais, qui est puissant, qui est efficace. Alors, on continue. Alors maintenant, je vous ai également mentionné que dans l'ensemble, on allait avoir des stratégies de coaching. Alors, je vais vous présenter une stratégie de coaching. Alors, évidemment, quand on aide les autres à faire des changements, donc déjà, tout ce que je vous ai montré, vous pouvez l'appliquer à vous-même, mais ça peut s'appliquer également avec d'autres personnes. Donc, on parle en PNL souvent de pouvoir d'influence, mais ce pouvoir d'influence peut, justement, c'est important de l'utiliser avec intégrité. Sinon, ça peut servir à manipuler, donc influencer les autres à faire des choses pour finalement dans notre propre intérêt, sans que eux, justement, ça serve leur intérêt. Et le but, justement, quand on assiste des gens, que vous soyez enseignant, que vous soyez gestionnaire, c'est de permettre aux gens d'accéder au meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est une des définitions du leadership. Et qu'on puisse finalement avoir une relation gagnant-gagnant, que tout le monde y gagne. Parce que si les gens sont perdants, tôt ou tard, ils vont se retirer. Et donc, même ça, c'est quelque chose que souvent, je vais mettre l'emphase sur cet aspect quand je donne des formations en vente, par exemple. Donc, comme quoi on développe un pouvoir d'influence. Il y a des gens qui veulent faire des ventes rapides et qui sont malhonnêtes, vont manipuler. Mais oui, à court terme, ils font de l'argent, mais ce qui est complètement stupide, c'est qu'ils ne développeront jamais
une clientèle à long terme. Parce que si justement ils font avec intégrité, ils ont des clients satisfaits qui vont référer d'autres personnes. Donc ça, c'est un exemple, même pour les gens qui mettent par exemple leur valeur numéro 1, ce serait l'argent, et sans aucun jugement. Donc il y en a, j'ai déjà rencontré des gens dans la vente où c'était le cas. Mais même d'une manière purement monétaire, c'est de penser d'une manière intelligente. Donc, tu intègres pour bâtir quelque chose de solide. Alors, donc, finalement, c'est d'avoir une pensée qui est mûre, qui est écologique. Écologique, ça veut dire que c'est bon pour soi, c'est bon pour les autres sur le long terme. Et une chose également pour que vous, peu importe, tout à l'heure, j'ai mentionné que la PNL et le coaching peut s'utiliser dans différents contextes que je vous avais montré au départ. C'est toujours de garder, juste un petit instant, s'il vous plaît. Alors, je m'excuse pour cette petite interruption. Donc, c'est vous aider et vous accompagner les gens, peu importe, pas nécessairement dans un cas thérapeutique, hein, je vous ai dit, en tant qu'éducateur, en tant que gestionnaire, coach sportif, on ne veut jamais sauver les gens. Qu'est-ce qui arrive quand on veut sauver des gens? C'est que finalement, on prend leurs responsabilités sur nos épaules et au lieu de les aider à être autonomes, ça contribue à l'atrophie de leur pouvoir décisionnel, de leur autonomie. C'est toujours de garder cet aspect où on peut aider les gens, on peut les accompagner, mais on ne les sauvera jamais. Parce que si on sauve les gens, c'est un poids pour nous et on contribue finalement à leur dépendance. J'aime bien la métaphore, par exemple, la personne qui apprend à quelqu'un à pêcher du poisson au lieu de lui pêcher du poisson. Donc, si on lui pêche du poisson, la personne sera toujours dépendante. Des fois, si la personne est vraiment en détresse, on peut le faire pour juste qu'elle reprenne un peu de force sur le coup, mais c'est très rapidement, je veux dire, on amène tout de suite la personne à être autonome. C'est pour faire, donc au niveau métaphorique, mais c'est un bel exemple que la plupart d'entre nous connaissons déjà. Alors, voilà. Donc, maintenant, code de communication. Quand on communique avec les gens, il y a un code. Et c'est parce qu'une erreur qui est commune, et je dirais même généralisée chez l'être humain, c'est de croire que les autres pensent comme nous. Ça, on le voit avec les enfants. J'aime bien l'expérience de Piaget avec un enfant de 4 ans, où il avait finalement demandé de peindre sur un cube, d'un côté en rouge, et de l'autre côté du cube en vert. Alors, il montrait à l'enfant de 4 ans le côté vert. Il dit à l'enfant, qu'est-ce que tu vois? Ben, l'enfant, il dit, je vois vert. Et moi, qu'est-ce que je vois? Ben, toi, tu vois vert. L'enfant, dans sa tête, était persuadé que voyait finalement la même couleur. Il l'a fait plus de 100 fois, l'expérience. Et après, il a même fait de l'autre côté. Il a présenté le côté rouge à l'enfant. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Donc, avec le cube, mais le côté rouge. L'enfant, il dit, je vois rouge. Et moi, qu'est-ce que je vois? Ben, tu vois rouge. Et comme ça, donc, avec plusieurs répétitions. Donc, c'est de voir que c'est inné chez nous, l'être humain, de croire que les autres pensent comme nous, ou même à la limite, qui savent les choses que l'on sait, ou même, je vois des fois les gens, une fois qu'ils savent faire quelque chose, croire que tout le monde sait ça, tout le monde peut faire ça. Et évidemment, une chose, on pense la manière de voir les choses, la bonne manière de voir les choses, mais évidemment, c'est la nôtre. Mais c'est généralisé, croire que les autres pensent comme nous, et c'est tout à fait faux. Pourquoi je vous montre ça? Là, je prends un modèle qui vient justement de Robbins parce que c'est quelqu'un qui a des résultats. Dans les 7 étapes, il y a une méthodologie des 7 étapes pour créer un changement durable. La première étape, c'est de comprendre et apprécier leur monde intérieur, leur modèle du monde. Et c'est quelque chose qu'on voit également en PNL. Parce que tant et aussi longtemps qu'on ne comprend pas justement la perception de cette personne, on peut difficilement l'aider. Si vous voulez influencer quelqu'un, vous devez déjà savoir ce qui influence déjà cette personne. Et je peux même déjà on pourrait l'appliquer déjà soi-même. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment ils fonctionnent eux-mêmes. Alors, au départ, on pourrait dire, cette première personne, ça pourrait être nous, qui nous influence. Okay. Alors, les personnes, des fois, ils vont fonctionner
ça peut être la douleur qui les amène à faire des changements dans leur vie. D'autres personnes, ça va être une recherche de plaisir qui vont les amener à faire des changements dans leur vie. Et tout ça, ça va changer selon justement nos croyances, selon nos valeurs. Mais une fois qu'on arrive à identifier nos croyances, nos valeurs, les besoins qu'on va valoriser, donc tous les aspects que je vous avais montrés dans la subjectivité tout à l'heure, déjà d'avoir cette compréhension, donc qu'est-ce qui nous influence, qu'est-ce qui influence quelqu'un d'autre, là, à ce moment-là, on peut faciliter le changement, autant chez soi-même que chez les autres. Mais en fait, c'est important d'identifier la structure pour nous-mêmes faire les changements, la structure de notre propre subjectivité, ou si c'est chez quelqu'un d'autre, la structure de la subjectivité de cette personne. Donc, quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qui est important pour cette personne? Parce que le réflexe qu'on a, c'est de dire, moi, si j'étais à ta place, je ferais telle chose. Et on donne des conseils aux gens. Est-ce que ça fonctionne dans la majorité des cas? Non. Contre, si on comprend qui est la personne qui est devant nous, qu'est-ce qui est important pour cette personne, donc je prends l'exemple des valeurs, déjà, il devient beaucoup plus facile de parler son langage. Je donne un exemple, je forme des thérapeutes souvent dans des écoles, exemple entre autres une école de naturopathie. Et souvent, ils doivent donner des recommandations aux gens pour améliorer leur hygiène de vie. Et évidemment, ces étudiants, une de leurs valeurs premières, c'est la santé. Et dans leurs clients, c'est pas nécessairement la première valeur de leurs clients. Donc, certaines personnes, ça peut être la réussite. Alors, si une personne pour elle, c'est la réussite et que la santé, je ne sais pas, est en 10e position, pourrait arriver, donc travailler avec leurs clients et puis dire, vous savez, c'est très important pour votre santé, et puis si vous ne faites pas telle chose, votre santé pourrait être affectée. Donc, et ils parlent en termes de santé parce que c'est une de leurs valeurs. On peut dire, ouais, c'est intéressant, ouais. Mais ça ne va pas nécessairement rejoindre la personne qui, par exemple, si par exemple sa première valeur c'était la réussite. Alors, pour justement adapter le langage pour que la personne soit plus enclin à suivre les recommandations, ça pourrait dire, vous savez, votre niveau de réussite est étroitement lié au niveau d'énergie que vous avez. Et le niveau d'énergie que vous avez, évidemment, ça dépend de votre état de santé. Donc, si vous faites telle chose, ce que je vous recommande, ça va améliorer donc votre santé, mais en même temps, évidemment, votre niveau d'énergie qui va vous permettre de beaucoup mieux réussir dans ce que vous faites parce que vous allez avoir plus d'énergie, vous allez avoir plus de facilité à vous concentrer, etc., etc. Et là, on fait un lien avec une valeur importante pour la personne qui est la réussite. Vous voyez, on l'adapte finalement au modèle du monde de la personne. Et là, la personne, pour elle, ça lui parle. Ça dit, ah, ok, là, je comprends. Donc, si je fais telle chose, je vais avoir plus d'énergie, donc je vais pouvoir accomplir plus de choses ou avoir un sommeil plus profond, plus réparateur, donc plus d'énergie le lendemain. Et les gens, ça les rejoint sur leur terrain. Donc, si on veut influencer quelqu'un, on doit savoir au départ qu'est-ce qui influence déjà cette personne. Parce que vouloir influencer quelqu'un selon notre propre modèle du monde, prétentieux. Je dirais les seules personnes avec qui ça pourrait fonctionner, c'est les personnes qui vous ressemblent. Alors, des fois, évidemment, dans nos amis, on a choisi des gens qui ont des valeurs communes, qui nous ressemblent jusqu'à un certain point. Fait que des fois, on pourrait les influencer parce qu'on peut avoir des traits communs. Mais en général, ça ne fonctionne pas. Alors, maintenant, toujours dans cette notion de coaching, avant d'aider quelqu'un, voici trois questions à se poser. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que cette personne veut vraiment? Donc, c'est quoi son objectif? C'est quoi le changement qu'elle veut faire? De quoi elle a besoin? Besoin, ça pourrait dire la personne pourrait dire, ah, j'ai besoin d'avoir plus confiance en moi, j'ai besoin de me détendre. C'est vraiment, qu'est-ce que cette personne veut vraiment? De quoi a-t-elle besoin? La première question à se poser. Qu'est-ce qui l'empêche de l'obtenir? Entre autres, on a vu dans quel état émotionnel elle est. Donc, si la personne est évidemment dans un état de stress avancé, un état de peur, de doute, évidemment, je pourrais mentionner l'anxiété, la dépression, la culpabilité, la honte. Bon, enfin, il y a plein d'états émotionnels qui sont limitants. Donc, déjà, est-ce qu'il y a un état émotionnel qui la même personne qui est dans des états différents va accéder à des ressources différentes. Donc, si elle est dans un état émotionnel limitant, ses ressources sont limitées. Si par contre, elle est dans un état émotionnel qui est ressourçant, là, elle a accès à plein, justement, à des ressources. Donc, dans quel état émotionnel est-elle et quel est son modèle du monde? Donc, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les croyances, les valeurs, etc. Donc, qui la guide? Et là, on peut voir si la personne, justement, est dans un état de stress ou de peur, ben ça, c'est une chose à changer. Tant et aussi longtemps qu'elle restera dans cet état, il y a plein de choses qui vont pouvoir se faire. Ou par exemple, si elle croit que sa croyance, ben, il n'y a rien à faire, il n'y a aucune possibilité, c'est de la guider pour
changer cette perception. Tant sur le temps qu'elle va croire que c'est pas possible ou j'en suis incapable, etc., elle pourra le faire. Une fois que justement, s'il y a un changement, qu'il y a une ouverture, là, le changement devient possible. Et ensuite, l'autre question, c'est comment on peut l'amener là où elle veut être. Donc, que ce soit le changement au niveau de ses émotions, que ce soit au niveau de son comportement, au niveau des résultats qu'elle a dans sa vie. Donc, comment on peut l'amener? Donc, évidemment, je vous donne des grands principes, mais déjà avec ce que vous avez vu jusqu'à maintenant sur le modèle de communication et sur la triade, change sa physiologie, déjà elle change son état émotionnel. Si elle change là où elle porte son attention, ça fait une énorme différence aussi. Si elle change le sens qu'elle donne aux choses, ça fait une énorme différence aussi. Donc déjà, la triade que vous avez vue, qui s'inscrit évidemment, on l'a vu à l'intérieur du modèle de communication, ça vous donne des bonnes pistes pour vous-même, mais même avec d'autres personnes. Évidemment, je ne vous invite pas à coacher des gens qui vous ont rien demandé, mais si les gens, vous avez une discussion, des fois à travers une conversation, ça vous donne un angle différent pour voir beaucoup plus large. Des fois, on pourrait simplement écouter le problème et parler du problème, mais là, on va plus loin que le symptôme. Souvent, c'est trouver la cause, et ce qui nous permet ensuite d'arriver en mode de solution. Je continue avec vous. Alors, juste répéter les étapes avec vous pour faciliter. Donc, avant d'aider qui que ce soit, donc, et dont vous-même, 3 questions à se poser. C'est qu'est-ce que cette personne veut vraiment, de quoi a-t-elle besoin? Donc, on peut se poser la question pour soi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment ou de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui l'empêche de l'obtenir? Donc, personne ou autre. Et dans quel état émotionnel est-elle? Et nous-mêmes. Juste un instant, s'il vous plaît. Donc, autant notre propre émotionnel peut nous limiter, justement, notre propre modèle du monde, nos perceptions, excusez-moi, je vais juste reculer un instant, mais c'est la même chose pour les autres. Et finalement, comment on peut l'amener, que déjà nous-mêmes, comment on peut faire ce changement? Vous pouvez utiliser la triade, ou la même chose pour une autre personne. Maintenant, je vous montre rapidement les piliers de la PNL. Donc, selon les écoles de PNL, certaines vont dire qu'il y a 3 piliers, ou il y en a 4. Alors, les 3 qu'on retrouve dans toutes les écoles, ce sont l'acuité sensorielle, donc ce qu'on perçoit, donc la manière dont la personne va parler, donc les gestes qu'elle va faire, donc qu'est-ce qu'on observe avec nos sens, voir, entendre, le toucher. On est orienté résultat, donc chaque rencontre, on ne va pas simplement au gré des éléments, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, mais on a vraiment cette notion, il y a un objectif, quel résultat. Donc la personne, par exemple, est dans un état présent qui peut être limitant, et elle a un état désiré, donc ce à quoi elle aspire, soit un changement qu'elle veut faire, donc, ou un objectif qu'elle veut atteindre. Et également, il y a cette notion de flexibilité comportementale. Donc ça veut dire que des fois, si on fait quelque chose, ça ne marche pas, on peut utiliser d'autres choses. Et également, donc, selon les écoles, il y a le 4e qui est le rapport, donc c'est la qualité de relation qu'on a avec la personne. Évidemment, un bon rapport, ça veut dire qu'il y a une relation de confiance. Si l'autre personne ne nous fait pas confiance, ça ne marchera pas. Et puis, on peut même l'appliquer à nous-mêmes. Si on ne se fait pas confiance, ça ne marchera pas. Donc là, il y a une manière, justement, là, on pourrait rentrer dans quelque chose de plus complexe, mais la relation entre notre conscient et notre inconscient. Et ça, il y a une manière de le faciliter. Donc, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres, c'est les 4 piliers. Donc, la relation de confiance, la perception, donc sans aucun jugement, vraiment, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens. Donc, au niveau du toucher, par exemple, des fois, ça peut être une poignée de main, ça peut être, des fois, je travaille même avec des massothérapeutes. Évidemment, eux, c'est très au niveau kinesthésique. Si c'était un cuisinier, ça serait l'odeur, le goût. Donc, les résultats et la notion de flexibilité comportementale. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas, on fait d'autres choses. Il y a toujours une manière de faire. Je vais vous montrer rapidement 12 étapes d'un coaching efficace. On n'aura pas le temps de définir toutes ces étapes, mais ça vous donne une piste, même je peux dire plusieurs pistes pour voir comment on peut faire justement des changements. Et même si je l'intègre avec les 7 étapes pour créer un changement durable que je vous ai montré, la première d'Anthony Robbins, qui se retrouve à l'intérieur de ça, ça s'applique à soi-même aussi. Premièrement, c'est de se mettre dans un état optimal. Donc, si on est, justement, ça peut être un état de concentration, de calme, de confiance. Après, si justement on travaille avec quelqu'un d'autre, on l'utilise en coaching, mais c'est même au niveau de la gestion, au niveau de l'enseignement. Toutes les fois où on a une relation avec quelqu'un d'autre, ça s'applique. Donc, avoir un excellent rapport, donc c'est ce qui veut dire une relation de confiance,
l'autre personne. Et ça, il y a des manières de le faire. C'est toute une méthodologie qu'on peut voir en PNL, quand on parle entre autres des techniques de synchronisation. Mais je rappelle, parce que certaines personnes pensent souvent à la notion de manipulation, toujours important que ça se fasse dans un esprit d'intégrité et de bienveillance. Sinon, au bout du compte, tout le monde est perdant. Mais on revient donc à la base, c'est créer un excellent rapport avec l'autre. Formuler les résultats désirés. C'est quoi les objectifs qu'on veut, c'est quoi les changements qu'on veut faire. Identifier le modèle du monde de l'autre, mais si on le fait pour nous-mêmes, ça serait déjà d'identifier notre propre modèle du monde. Donc, quelle est notre manière de penser, quelles sont nos valeurs. Une fois qu'on comprend ça, là, on peut savoir où ça bloque. Ensuite, donc, on va identifier les causes, les sources, donc, schéma, donc, c'est pour une autre personne ou pour soi-même. Et là, on fait souvent la distinction, justement, entre les causes et les symptômes. Parce que souvent, on peut se laisser distraire par les symptômes, comme par exemple, des gens qui vont s'auto-saboter, qui vont mettre les choses à plus tard. Mais ça, ce sont des symptômes. Qu'est-ce qu'il y a avant ça? Donc, un exemple, ça pourrait être une faible estime de soi-même en termes de cause. On crée une force de motivation. La force de motivation est axée sur des axes où on travaille sur la douleur et le plaisir. Remarquez dans votre vie, toutes les fois que vous avez fait des changements, il est fort à parier qu'il y a eu soit une douleur qui vous a amené à faire le changement, et la douleur peut permettre de faire le changement à court terme. Donc, si on veut que le changement soit durable, c'est très important d'associer un plaisir à la nouvelle manière de ressentir les choses ou de faire les choses. Donc, ce qui va faire en sorte que le changement est durable. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je vous donne quand même les grandes lignes. On peut également interrompre, on peut et même, il est tout à fait conseillé d'interrompre le schéma limitant et destructeur. Donc, peu importe ce qui nous a bloqué jusqu'à maintenant, il y a une manière d'interrompre le schéma. Des fois, vous pouvez avoir deux personnes qui sont en train, par exemple, de s'engueuler. Tout à coup, il y a quelqu'un qui arrive, qui passe à côté, qui leur pose une question. Ils arrivent, quoi? Et là, ils ont été comme distraits de leur dispute. Et la personne était avec une question qui avait finalement pas nécessairement qui était hors contexte. Et tout à coup, ils peuvent même avoir oublié à propos de quoi ils étaient en train de s'engueuler. Donc ça, c'est un exemple d'interruption de schéma. Mais évidemment, il y en a plein qui peuvent être faits. Même en coaching, par exemple, souvent, tant en développement personnel ou en coaching, on peut se poser les nouvelles questions. Juste une question en soi peut être une interruption de schéma. Ça nous amène à avoir des nouveaux schémas cognitifs. Question en soi. Une personne, par exemple, peut dire « Ouais, ça fait longtemps, je vis toujours la même chose. » Puis une personne est en train de se plaindre. Puis tout à coup, OK, donc je comprends. Donc, tu es en train de vivre telle et telle chose. OK. Et pendant combien d'années encore tu as besoin de vivre ça? Pendant combien d'années encore tu as besoin de vivre ça? Parce qu'apparemment, ça fait plusieurs années que tu le fais. Ben, donc déjà, la question est étrange. Mais je pourrais vous donner plusieurs exemples, mais une question en soi peut être une interruption de schéma. Définir le problème en termes qui sont résolvables, donc parce que souvent, la personne va définir la problématique, mais qu'il n'y a aucune solution. Donc, c'est dans la manière de définir le problème, on peut déjà justement énoncer une piste de solution. Il y a beaucoup à dire là-dessus aussi, mais déjà, souvent, on va trop parler des symptômes et on ne voit pas. Donc, si justement, on va avec la notion de cause, de source, faciliter justement cette étape de définir le problème en termes résolvables. On crée justement des nouvelles alternatives ressourçantes, donc qui nous permettent de faire les changements. Donc, des alternatives que tant et aussi longtemps qu'on était orienté problème, on ne pouvait pas avoir de solution, mais justement, ces alternatives deviennent des solutions. On va également conditionner les nouvelles pensées. Donc, tout ça, ce sont des schémas. Au niveau, donc les pensées, c'est au niveau cognitif, émotionnel, les actions, donc au niveau comportemental. Donc, des fois, on peut faire le changement, ça va bien. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire un changement, la personne va bien et tout à coup, elle va rechuter. Ben, justement, c'est de s'assurer que ça soit durable. Donc, c'est cette notion de conditionnement. Conditionnement, on le voit, en PNL, on ne le voit pas assez. Et ça fait partie d'approches, je dirais, complémentaires que je vous ai montré tout à l'heure, entre autres au niveau des interventions stratégiques, qui sont complémentaires à la PNL. Et pour ensuite arriver donc à créer un lien donc avec un but plus grand de la personne. Donc si pour elle justement c'est un sens, c'est quelque chose de plus grand, donc ça peut être par rapport à un bon exemple souvent, prenons l'exemple des parents. Les parents ne sont pas prêts à faire des changements pour eux-mêmes, ils seraient prêts à le faire pour leurs enfants. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est plus grand que eux. Donc ou même je pourrais donner
pourquoi certaines personnes sont prêtes à mettre leur vie en danger, donc pour sauver d'autres vies, même parfois avec des inconnus. Il y a cette chose au fond de nous qu'on appelle le transpersonnel, c'est que, vous pouvez même lier ça à la spiritualité si vous vouliez, c'est de créer un lien avec quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, connecter également avec un environnement supportant. Donc ça va favoriser le changement pour qu'il soit durable. Et finalement, quand on fait justement coaching, que ce soit avec soi ou avec quelqu'un d'autre, vérifier le changement, donc effectivement, il a lieu, et si justement il est écologique. Donc s'il est bon pour nous et bon pour les autres. Et selon le cas, s'il y a des ajustements à faire, on pourra faire les ajustements. Alors voilà, donc c'est beaucoup de matière, je suis d'accord, mais c'est vraiment pour vous montrer des pistes de méthodologie, comment on peut favoriser le changement tant pour soi que pour les autres. Alors, ça fait 13 ans que je mets, non 13 ans, qu'est-ce que je raconte? On est en 2013, ça fait 4 ans que je mets vidéo gratuitement en ligne. Plusieurs m'ont demandé, personnes m'ont demandé si justement il y avait une formation de coaching, donc PNL et coaching était offerte en réponse, bien évidemment, c'était non en Europe. Donc, je le faisais jusqu'à maintenant en Amérique du Nord, entre autres au Québec. Alors, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est on va regarder les points principaux, puis ensuite, je vais passer aux questions. Donc, justement, cet été, en France, en juillet, se donnera une formation à la fois de PNL et coaching. Et dans cette formation, ce qu'on va retrouver, c'est le praticien en PNL. Donc la base en soi, c'est le praticien. Mais avant même de faire la formation, on va couvrir la théorie du praticien à distance pour justement que le temps sur place, donc c'est à 2 semaines, donc c'est une formation intensive, c'est une formule intensive, va être axée sur la pratique du praticien. Également, on va avoir des stratégies additionnelles et des pratiques de coaching, donc qui sont plus larges que la PNL. Donc la base est la PNL, on va tout couvrir ce que contient le praticien PNL. Donc il va avoir la certification du praticien PNL, mais en plus des outils et des stratégies, des approches complémentaires que je vous ai montrées au départ, entre autres la neurosémantique, le méta-coaching, les interventions stratégiques de Robbins, le FT, donc la technique de libération émotionnelle, nommer que quelques-unes, même les approches corporelles que j'utilise comme rééducation posturale et respiratoire. Donc, je suis formé dans toutes ces approches. Et tout ça, c'est dans le but finalement de favoriser les changements le plus rapidement. Donc, cette notion d'efficacité, d'avoir des résultats qui sont durables rapidement. Il y a également les aspects de développement personnel parce que oui, on peut avoir du savoir, des connaissances, on peut développer notre savoir-faire, donc par exemple pour coacher les gens, mais c'est nous-mêmes être des cordonniers, des cordonnières bien chaussés. Donc au niveau personnel, qu'on soit dans un état centré, dans un état de calme, si vous vous rappelez dans les 12 étapes que je viens de vous montrer, la première c'était par rapport à soi-même, l'état dans lequel on est. Donc si on est dans un état de calme, de confiance, de concentration, on est beaucoup plus présent à l'autre personne. Donc on n'ira pas rajouter des distorsions personnelles sur ce que la personne nous dit. On ne va pas faire de la projection. On ne va pas, donc plusieurs erreurs qu'on pourrait faire, des notions de transfert et contre-transfert, bon, qui ne sont pas nécessairement mauvaises. On va être présent à la personne. Donc on ne viendra pas rajouter nos filtres par-dessus la réalité de l'autre personne. Donc plus on est centré, plus on est dans un état, je dirais, optimal. Et on peut le faire justement à travers le développement personnel. Je le vois souvent même, j'ai parlé avec des psychologues en Amérique du Nord et en Amérique latine, et étonnamment, les mêmes chiffres sont ressortis, et ça s'applique également dans le coaching, mais de la part de psychologues, ce qu'ils me disaient, c'est qu'il y a 3/4 des gens dans la profession qui ont des problématiques non résolues. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'aider les gens, mais ça veut dire que justement, si on résout nos problématiques, on est centré, on peut être beaucoup plus présent aux autres, et notre niveau d'intervention est beaucoup plus efficace. C'est la notion, donc j'aime bien dire de cordonnier, cordonnière bien chaussé. Évidemment, donc il y a un programme de coaching personnalisé, donc ça veut dire à partir du travail qui est fait, il va y avoir des petites interventions donc ponctuelles, chacun et chacune, pour faciliter les changements dans le processus. Donc c'est pas ça ne sera pas des heures et des heures. Des fois, il s'agit de quelques minutes, mais à partir déjà de l'accueil d'informations qu'on fait au cours de la formation, ça permet vraiment de faire des interventions très précises qui vont faciliter donc, le changement au niveau personnel. Et également, il y a la formation donc, de réussite professionnelle. Donc, pour ceux qui vont vouloir le faire sur dans le domaine, il y a tout l'aspect donc de vente, de marketing pour développer finalement leur pratique. Donc, avec d'autres personnes, donc vous développez votre clientèle. Alors, ça, c'est pour la formation de cet été. Donc, il y a une partie à distance qui va se faire avant. Il y a une partie en classe intensive durant 2 semaines. Et
Il y aura un autre module donc, par la suite où on va couvrir toute la partie du maître praticien, avec également donc, la partie à distance, la partie en classe et tous les autres éléments. Alors déjà, ça c'est pour le bloc donc, de cet été. Et donc, ça, ce que je vous montre, ça sera dans un deuxième temps. Ceux qui voudront vraiment compléter donc, la formation, il y a cet aspect-là. Alors maintenant, simplement, par rapport à ça, je vous dirais, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur la formation, vous avez juste à m'écrire, comme je répète parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y en a qui sont arrivés après. Alors, vous avez une petite flèche en haut à droite dans votre écran. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez cliquer dessus. Ceux qui n'avaient pas encore l'occasion de le faire, vous pouvez tout simplement m'envoyer votre prénom où vous êtes en ce moment. Donc, mais ça ouvre une fenêtre qui vous permet de dialoguer ensemble. Donc là, je le mentionne maintenant. Donc, pour ceux justement qui voudront avoir plus d'informations sur cette formation, vous faites simplement maintenant m'écrire formation et je pourrais donc vous envoyer justement l'information pertinente par rapport à la formation et répondre finalement à toutes vos questions. Alors voilà, donc je répète, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur la formation que je viens d'écrire, donc vous avez seulement à m'écrire maintenant dans la fenêtre de dialogue, vous accédez par la petite flèche en haut à droite de votre écran, la formation, et après je pourrai vous donner plus d'informations. OK, alors maintenant, on est à la période des questions. Okay. Donc, période de questions. Je vais regarder donc, les différents éléments, puis je ne veux pas non plus dépasser le temps, donc il nous reste une dizaine de minutes. Alors, dans les questions qui me sont posées au niveau des méthodes, dans la méthodologie. Okay. Alors, voilà. Une personne qui complète ce premier module, certifié praticien ou praticienne en PNL, donc avec une certification internationale de l'INLPTA. Ça veut dire que le diplôme, ce n'est pas seulement marqué David Bordès, c'est un diplôme qui est connu autant en France, donc en Europe ou en Amérique du Nord, donc il y a plusieurs pays dans le monde. C'est l'INLPTA qui est le International NLP Trainers Association, donc qui se traduit par l'Association internationale des formateurs en PNL. Et évidemment, pour avoir cette certification, il y aura une évaluation au niveau théorique, donc quand vous serez présent, et également une évaluation au niveau pratique, donc pour voir votre savoir-faire. Donc c'est la raison pour laquelle on va mettre beaucoup l'emphase lors de la rencontre sur la formation sur cet aspect. Et même une étude de cas, donc faire une intervention qui sera filmée, donc vous pourrez auto-évaluer et comme une autre entre vous pourrez évaluer. Donc pour justement s'assurer de respecter les critères de l'INLPTA. Une autre question qui m'est posée par rapport à ça, c'est la notion que je regarde de méthodologie. Oui, donc en termes de méthodologie, vous avez tout l'aspect qu'on retrouve dans le praticien en PNL, mais également qu'on retrouve au niveau du coaching. Donc, par exemple, c'est les 12 étapes que vous venez de voir. Donc, c'est une manière finalement de faciliter justement l'acquisition de nouvelles connaissances où il y a des étapes au départ qu'on intègre. Donc, ça demande au départ un effort conscient et que petit à petit, ça devient une seconde nature pour faciliter le changement. Donc, l'intégration de justement des connaissances et que ça s'inscrit à l'intérieur effectivement d'un cadre où on a une méthodologie qu'on acquiert qui devient une seconde nature. Laissez-moi voir les autres questions. Donc, pour le maître praticien, donc ça sera fait donc à l'époque de Noël. Donc les dates seront précisées, donc ça sera la période des fêtes, donc ça sera une formation de 2 semaines. Donc ça, les dates seront à confirmer. Maintenant, qu'est-ce que j'ai également? Donc, est-ce que c'est reconnu en Suisse? Tout à fait, par rapport à ce que je vous ai dit. C'est la partie LPTA. Donc, si vous faites une recherche sur le site, vous voyez que le site est aux États-Unis. Il y a il y a plusieurs bureaux en Europe, entre autres. Il y en a un en France, il y en a un bureau principal en Allemagne. Donc, c'est reconnu en Suisse, je confirme. OK, parfait. Bon, maintenant, en termes de prérequis pour cette formation, alors il y a, non, tant que tel, c'est d'avoir fait la partie théorique à l'avance. Donc ça, c'est quelque chose qui va être bientôt amorcé pour les gens intéressés. Et on va couvrir l'aspect théorique avant de faire la partie pratique, donc en juillet pendant 2 semaines.
une autre question, si une personne est déjà maître praticien. Donc, pour les personnes qui sont déjà praticiens ou maîtres praticiens, ça serait un peu, il faudrait répondre à la personne plus en détail. Il peut avoir un rabais pour vraiment donc profiter de l'aspect au niveau justement de tout je dirais, les approches complémentaires que je vous ai montrées. J'ai même des gens qui ont déjà fait des formations avec moi en PNL avant et qui m'ont partagé avoir retiré beaucoup de la formation, ayant même déjà des connaissances comme formation de praticien et maître praticien. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres formations après? Oui. Il va y avoir des formations donc de post-maître. Mais déjà, ce que je peux c'est qu'une personne qui aura fait déjà le premier module, tout dépendant de ce que vous voulez faire, vous avez des outils, mais évidemment, ceux qui ont fait le module qui comprend le maître praticien, vous pouvez avoir votre propre pratique et obtenir des très bons résultats avec vos clients, donc en coaching personnel ou en coaching d'affaires. Donc, la partie théorique, donc les dates pour les personnes, si avoir, parce que je ne veux pas nécessairement ennuyer tout le monde avec tout le détail logistique, mais pour date, donc pour la partie théorique, si vous n'avez pas déjà marqué formation, écrivez formation en ce moment. Toutes les personnes qui vont mentionner juste le mot formation, je vous donnerai donc les détails par rapport à ça. Maintenant, le lien vers la page, attendez voir. Alors, une autre chose, ce que je vous inviterais à faire, ça serait d'aller, vous pouvez avoir une information générale en allant sur le site d'Existence, donc existence.com, .fr, excusez-moi, existence.fr, donc existence.fr, vous allez avoir déjà beaucoup plus d'informations par rapport à la formation. Ceci dit, ok, donc je vois qu'il y a des gens qui ont rajouté la notion de formation. Ok, donc ça, je vous enverrai les détails. Mais déjà, vous avez une présentation sur le site d'existence.fr et dans la page principale, vous allez voir, c'est mentionné la formation PNL, c'est PNL et coaching. Je vais juste toujours vérifier le temps pour respecter le temps. Donc, il nous reste encore quelques minutes. Donc, toujours la notion de partie pratique, oui, je confirme. Cette formation, on met un accent particulier sur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a du savoir qui en bonne partie est couvert à distance, qui nous donne d'autant plus de temps pour travailler sur le savoir-faire. Donc ça veut dire lors de l'intensif de 2 semaines, on fait, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des mises en situation, des exercices, donc c'est comme un laboratoire. Donc on peut travailler en groupe de 2, en groupe de 3. Donc un exemple, si je prends l'exemple en groupe de 2, c'est-à-dire il y a une personne qui coach, l'autre personne vit son expérience, donc c'est la personne qui est coachée. En groupe de 3, c'est qu'en plus, il y a une personne qui est observatrice, et même c'est une position intéressante pour apprendre. Évidemment, le groupe va être limité à un maximum de 15 personnes, parce que je veux m'assurer justement qu'on n'a pas une classe, qu'on soit vraiment en mode atelier. Donc, ça me permet de passer d'un groupe à l'autre pour superviser, des fois d'arriver, de faire ressortir des distinctions importantes mais cruciales. Donc, des fois, ça peut être des toutes petites choses, mais qui vont faire toute la différence au bout de la ligne dans la qualité d'accompagnement qu'on peut faire pour aider les gens. Et comme je vous le dis, l'accompagnement, ça peut s'appliquer souvent. C'est pas seulement au niveau thérapeutique ou coaching. En entreprise, souvent, on fait même des formations de coaching pour aider les gestionnaires, donc ça s'applique dans plusieurs domaines. OK, donc en termes de questions, okay, je pense que si vous voulez, on va arrêter maintenant parce que je veux pas non plus, je veux respecter le temps, donc on est fini. Attendez, je vais juste regarder un autre point. Alors, ouais, on va arrêter là. Alors, si vous considérez important que vous voulez que je réponde plus s'il y avait même d'autres questions qui vous venaient, ce que je vous inviterais à faire, ça serait de m'écrire. Mon adresse courriel, c'est David Bordez, donc vous l'avez sans doute déjà vu, donc B-O-R-D-E-Z, donc comme je sais que souvent en ligne, on mélange les lettres B et D, donc c'est B comme bateau, O-R, D comme David, E-Z.
à commercial, donc arrobas. Après, c'est humanistica.net. Donc, Humanistica, ça s'écrit Humanistica, donc humanistica.net. Donc, en écrivant à cette adresse, je pourrais donc répondre à vos questions plus en détail, parce que j'en vois encore quelques-unes, mais il y en a qui pourraient être un peu plus longues à répondre. Mais déjà, il y en a plusieurs, je peux vous dire, en allant sur le site d'existence.fr, vous allez tout de suite voir apparaître la formation en PNL et coaching, qui va répondre à plusieurs de vos questions. Et même pour ceux qui m'ont marqué formation, je vais pouvoir vous envoyer justement l'information. Alors voilà. Et alors, je vous remercie. J'espère que ça vous aide dans le sens que vous allez faire bon usage de ce que vous avez appris. Évidemment, je vous ai donné beaucoup d'informations, mais ce que je vous dirais, encore comme je le disais au départ, je ne vous demande pas de me croire, c'est simplement de le mettre en pratique, donc d'observer. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre et peut-être même justement de le partager, évidemment, en gardant l'anonymat de chacun et chacune aux autres personnes qui auront exprimé un intérêt pour la formation. Donc, de vous partager finalement un peu suite à la formation qu'on vient de faire ensemble, comment ça peut être appliqué, donc des questions plus spécifiques. Ça va me faire vraiment plaisir d'aller peut-être même plus dans le détail avec vous pour voir comment vous pouvez l'appliquer, le mettre en pratique autant pour vous-même qu'avec d'autres personnes. Voilà, donc encore une fois, je vous remercie de votre participation, de votre présence et plaisir de communiquer avec vous donc, par courriel et peut-être même de vous avoir donc, lors de la formation à distance et en personne. Alors, encore une fois, merci et au plaisir et à très bientôt. Au revoir.